Donc bonjour à tous, à toutes. Euh, bon, moi, j'aime bien quand les caméras sont allumées parce que ça fait un peu plus, ça fait un peu moins distanciel. Du coup, on voit que Gonel est dans sa voiture, par exemple, c'est intéressant. Voilà, parfait. En plus, je crois voir des noms, des gens qui sont déjà, qui ont déjà commencé à s'inscrire, non? Au DSA ou qui souhaiteraient s'inscrire, y compris d'autres écoles d'architecture. Donc, ce que je vous propose, Laura, je pense que j'ai vu qu'elle commence à s'inscrire, c'est ça, de Clermont-Ferrand. Voilà. Parfait. Donc, bienvenue. Moi, ce que je vous propose, on va essayer de faire une présentation assez courte de la formation pour avoir le temps d'échanger. C'est ça qui est rigolo, parce qu'après, de toute façon, le reste, la présentation, vous pourrez regarder sur le site, etc. Mais vous avez peut-être des questions. Donc, alors, je vois donc deux de mes collègues m'ont rejoint, donc Gwenelle Daboville dans sa voiture, mais qui n'est pas au volant, et puis Julien Roman également, et puis je crois qu'il y a aussi même Thomas Béouin que j'ai vu dans les participants. Qui pourra bien sûr prendre la parole quand il veut, et puis peut-être d'autres qui pourront s'exprimer. Thomas et Julien étant de surcroît des diplômés de cette formation. Donc, ils peuvent aussi parler en tant qu'anciens étudiants. Voilà, donc le DSA d'architecte urbaniste. Alors bon, pour ceux qui ont suivi la présentation de POCA qui a précédé, il y a beaucoup d'analogies. Néanmoins, bon, le DSA a été fondé plus tôt, hein, dès qu'a été possible de créer des diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture. Je crois, alors je ne connais jamais la date exacte, mais je crois que c'est autour des années 2005-2006. Je crois que cette formation a été mise en place. Donc, c'est une formation qui dure 2 ans et qui s'adresse à des architectes diplômés ou à des paysagistes diplômés. Alors, voilà un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est une formation que je dirige avec toute une série d'architectes urbanistes, la plupart très engagés dans le monde professionnel. Mais pas que, puisqu'il y a des gens comme Sébastien Marot aussi, qui est très présent dans cette formation, qui a aussi l'avantage d'être habilité à diriger des recherches. C'est-à-dire que pour ceux ou celles qui voudraient après prolonger par des thèses, hein, c'est aussi une façon de commencer à y réfléchir que d'intégrer le DSA. Donc, on accueille 15 à 20 architectes ou paysagistes diplômés. Donc, la campagne de recrutement est en cours, je pourrais vous en parler. Nos sujets, on va le voir, sont très divers. Il faut prendre la question de l'architecte urbaniste de manière très large. On a mis ici du grand paysage jusqu'au projet d'architecture d'espace public. Et puis, toute une série de thèmes les plus rocambolesques les uns que les autres, hein, qui proviennent justement de... Si nos études sont aussi amusantes dans leur sujet, c'est que justement, on ne les choisit pas, parce que si c'était nous, ça serait de suite un peu plus attendu. Non, là, c'est des sujets qui nous viennent de l'extérieur, qui nous viennent du vrai monde, avec des études commanditées par la plupart du temps, des collectivités locales, des mairies, mais pas seulement, on va le voir dans le détail. Donc, il y a donc essentiellement une première année, qu'on va le voir, et puis une deuxième année qui est une mise en situation professionnelle. Alors, donc oui, les enseignants, alors ça va un petit peu bouger l'année prochaine, mais en gros, l'essentiel de l'équipe va rester la même, hein. Donc, j'en ai déjà parlé. Vous voyez, il y a beaucoup de gens que vous connaissez qui ne sont pas forcément tous déjà enseignants à l'école. Donc, pour les étudiants de l'école, c'est aussi une occasion de découvrir des enseignants que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, les 2 ans, comment ça se passe? Alors, il y a les 2 premiers semestres, vous voyez tout ce qui est fuchsia, là, c'est la toile de fond qui est l'atelier de projet urbain et territorial organisé par semestre. Le premier semestre se termine en février, avec chaque fois des groupes de 4
étudiants, architectes ou paysagistes diplômés, qui traitent une étude. Donc, si les promos sont à 16, ça fait 4 étudiants pour 4 études. Donc, il y a 4 études par semestre qui sont menées en parallèle. Et puis après, le semestre qui suit, on traite 4 nouvelles études et on recompose les 4 groupes. Donc ça, c'est la toile de fond. Et en gros, une semaine par mois, l'atelier de projet urbain territorial s'interrompt pour laisser place à une semaine thématique. Et donc, je vous expliquerai qui s'en charge et en quoi elle consiste, semaine thématique ou voyage. Et la particularité également, c'est de commencer par 2 semaines introductives. Voilà pour la première année. Pour la deuxième année, c'est une mise en situation professionnelle d'une durée minimale de 5 mois. C'est bien ça, Patricia? Oui, mais le micro? À l'occasion C'est de vous ça, présenter ça doit être Oui, de 5 Patricia, pardon. mois. 5 mois minimum, oui. 6 5 mois, mois c'est midi. pour HMO. Voilà, avec suivi par un encadrement de mémoire qui est pas ponctuel, là, comme pourrait le laisser penser le schéma, mais qui est bien sûr plus régulier et qui se termine par la soutenance d'un mémoire, de mémoire de mise en situation professionnelle. Voilà. Alors, en plus, il y a donc très vite des étudiants nous ont dit oui, mais je fais mon diplôme, ça m'intéresse, mais je voudrais d'abord faire mon HMO. Alors, on a du coup imaginé un système qui est d'intégrer, d'imbriquer les deux. Donc, tout ce qui est la HMO se présente ici en bleu, qui fait que vous commencez en septembre par 2 semaines de formation de 2 modules d'HMO. Vous oubliez ça ensuite pendant toute la première année et puis vous rattaquez votre mise à situation professionnelle qui peut se faire au même endroit si les caractéristiques de l'agence et du travail vous le permettent euh, pour faire votre mise à situation professionnelle de la HMO et du DSA, soit successivement, soit en même temps, un peu comme ça vous arrange et comme vous trouvez. Et tout ça donne lieu à un mémoire distinct, hein, HMO, DSA. En théorie, ça pourrait être le même mémoire, hein, puisque les objectifs en partie se recouvrent, mais il est souvent plus simple, y compris même à partir d'une même expérience professionnelle, de faire 2 mémoires. C'est plus facile. Alors, les semaines, donc on a parlé des semaines introductives. Donc ça, c'est des semaines assez sympathiques et qui sont organisées sous la houlette de Julien Roman, ici présent, qui en dira peut-être quelques mots. Euh, qui consiste à vous mettre dans le bain, puisque bon, la plupart, en fait, il y a un certain nombre d'étudiants d'école, mais c'est jamais plus de 4 ou 5 par promo, hein, donc ils sont minoritaires. Là, enfin, donc, les gens viennent de toute école, et puis ça croise des architectes et des paysagistes. Donc l'idée, c'est de se forger d'emblée un certain nombre d'outils, de dessins, etc. Donc on a appelé ça de la parcelle à la fabrique urbaine. Voilà. Et puis c'est complété par des visites en Île-de-France, le plus souvent à vélo. Et voilà. Donc là, c'est une image un peu anecdotique qui commence par un hommage à notre maître à tous, André Le Nôtre. Euh, voilà. Mais sinon aussi, il y a des balades le long de la Seine, de la Marne, des canaux, pour découvrir un peu les différents de réalité territoriale qu'on abordera toute l'année, à savoir le centre-ville constitué jusqu'à la campagne, aux espaces naturels, en passant bien sûr par toute la périphérie, le périurbain. Et tout ça se conclut par un sympathique voyage de 2 jours à Nantes pour aller visiter des réalisations exemplaires, notamment réalisées par Christophe Delmar au sein de l'agence Bruel Delmar et aussi par Atelier Georges. Voilà. Mais également par Jacqueline Hosty, puisque Gabriel Mauchamp, un des diplômés du DSA, est chef de projet chez Jacqueline Hosty. Voilà, donc ça c'est des semaines. Julien, tu veux dire un mot sur ces semaines dont tu t'occupes? Oui, oui. En fait, donc c'est une sorte d'intensif de démarrage. Et en fait, on le conçoit un peu comme un kit, un kit de survie pour la suite. Donc en fait, ça condense un peu l'exercice que vous allez faire sur des études qui vont durer 6 mois en 2 jours, en gros. Donc en gros, il y a un TD
qui se veut volontairement une faisabilité architecturale pour vous donner des outils pour tester des parcelles et vraiment un outil comment apprendre à faire une étude de faisabilité et qui se veut aussi rentrer à une échelle où on va aussi dessiner un peu l'espace public, donc aller très très vite dans une échelle typologique. Et cette semaine, elle s'articule aussi d'interventions. Donc, il y a des gens qui vont venir parler de l'agence Aubras, d'espace public. Il y a Gonel qui fait une intervention pour parler des acteurs et de l'urbanisme et de tous les sigles aussi que vous allez rencontrer dès le début dans les études du DSA. Et 3 visites de site, comme l'a dit Eric, avec Christophe Delmar, qui partent du centre de Paris jusque dans les champs en passant par Marne-la-Vallée. Donc, il y a un condensé un peu, c'est une espèce d'énormes compressés de ce que vous allez croiser au DSA et qui mêle à la fois atelier intensif, visite de site et intervention. Voilà. Oui, donc tu as bien fait de rappeler, d'indiquer la contribution de Gwenaël dans cette semaine introductive qui fait donc, c'est comme les vaccins, qui fait la première injection déjà en début d'année avant de faire une très grosse en fin d'année puis de suivre l'atelier tout au long de l'année. Gwenaël, un mot sur la première piqûre que tu fais au début de l'année? Oui, moi je viens demi-journée pour vous parler de tous les différents types de maîtres d'ouvrage que vous allez pouvoir rencontrer, tous les partenaires aussi qui contribuent dans les logiques de projet urbain. Et puis, j'essaye de vous donner un aperçu de l'ensemble du contexte législatif et des différents outils opérationnels que vous pouvez solliciter. L'idée étant de vous donner d'abord un champ global pour que vous puissiez vous repérer, même si dans le détail, tout n'est pas très clair sur les différences, les complémentarités, mais aussi vous montrer comment en urbanisme, travailler avec ce champ de contraintes-là, ça peut aussi se mettre au service d'une stratégie. Voilà, donc ça, c'est une demi-journée. Et puis ensuite, en juin, on voit ça sur une semaine complète. Très bien. Je compléterai aussi dans le travail de TD. Donc, c'est un travail de TD où il y a du dessin un peu éclair. On va dessiner très très vite des logements en 2 jours. Et l'idée, c'est vraiment qu'après, vous allez vous engager dans des études qui sont beaucoup plus longues, où vous allez avoir des prescriptions aussi urbaines, des choix, des plans guides. Et l'idée, c'est de vérifier très rapidement ce que vous racontez à échelle urbaine. Donc là, on prend un peu le mouvement inverse des études. Et donc, le retour des étudiants sur cette semaine, c'est qu'en fait, elle est très utile à la fin du semestre. Donc, c'est des outils à la fois pour se rappeler qu'on est concepteur, paysagiste ou architecte à une échelle donnée et que vous allez recroiser au fin des études. Voilà. C'est de l'échauffement pour bien vous rendre souple le poignet pour qu'après, dès que vous devez faire une faisan en coin de table, vous la fassiez. Et après, c'est aussi en fonction des sujets. J'anime des interventions, par exemple, quand il y a des sujets qui abordent des renaturations, des choses comme ça, j'en profite aussi pour faire des conférences sur le. Voilà, parce que Julien a fait ses armes dans l'agence prestigieuse suisse Décombre-Rampigny, où il a participé à la renaturation de la vallée de l'Air, le magnifique projet. Et donc, Julien gratifie les étudiants d'une présentation de ce projet. Alors, les semaines thématiques, c'est donc là où, donc, effectivement, quand l'atelier s'arrête, donc là, on retrouve notre salle du DSA, du temps d'avant les masques. Voilà, un peu la présentation des 7 semaines qui composent la formation. 7 semaines, 7 séminaires où interviennent des praticiens, des bureaux d'études, des universitaires, etc. Donc, vous voyez un petit peu, donc ça c'était les encadrants de cette année, qui seront les mêmes l'année prochaine, peut-être au niveau des infrastructures, il se peut que ça change, mais en gros, vous avez comme ça un petit peu la tonalité. Voilà. Sachant qu'aussi certaines semaines, par exemple, je pense à la 2, la 5, la 6, voire même peut-être la 7, sont très imbriquées aussi, s'articulent avec le projet que vous menez en parallèle. Et très souvent, elles sont composées avec le matin le conférencier qui vient faire
qui vient faire une présentation, un pédologue par exemple qui vient comme ça vous apprendre qui vient faire du carottage dans les terrains autour de l'école, et puis l'après-midi, ce même pédologue vient regarder votre projet, le projet que vous menez en parallèle. Donc c'est aussi des semaines qui viennent aussi s'articuler au projet. Et dans la semaine concevoir et dessiner des infrastructures, le bureau d'études, l'ingénieur transport Samuel Maillot, vous le rencontrez lors de cette semaine-là pour commencer, et après il intervient aussi dans l'atelier de projet pour éclairer et détailler, approfondir avec vous les questions de mobilité, de dessin des infrastructures. Et peut-être tu peux dire un mot, Gonel, sur ta semaine? Alors moi, j'ai cette semaine qui s'appelle « Conduire le projet urbain » qui arrive un peu en fin de parcours. L'idée pour moi, c'est de vous faire rencontrer le plus de maîtres d'ouvrage possible, et notamment des aménageurs que vous voyez moins souvent. Il y a aussi une journée où on parle avec plusieurs élus qui sont très différents les uns des autres. Donc l'objectif, c'est d'essayer de regarder le projet depuis les yeux de celui qui vous regardera vous, hein, comme concepteur, et de comprendre quelles sont ses préoccupations à lui, son vocabulaire, aussi les contraintes dans lesquelles il agit. Et on essaye de vous montrer des grands projets. Alors, ça dépend du présentiel ou du distanciel. Donc, quand on peut, on sort. On va passer plusieurs journées sur le terrain, comme la première semaine, pour essayer de vous montrer des projets qui sont complexes et qui mêlent des échelles de réflexion, des acteurs différents, pour que vous puissiez commencer à faire l'exercice de cette imbrication et d'acteurs et de procédures, et de comprendre ce que ça produit, hein, concrètement sur place. J'essaye aussi d'imbriquer cette semaine-là avec vos études que je connais puisque j'accompagne l'atelier de projet urbain aussi, ce qui me permet de vous faire des exercices sur les points que je trouve un peu moins faciles quand on est un concepteur paysagiste ou architecte, à savoir la prise en compte, la représentation et la problématisation des usages, mais aussi tout ce qui est le récit de votre projet et votre façon de le présenter, y compris dans l'exercice oral. Voilà, donc il y a quelques rendus qui sont autrement que sous une forme dessinée. Oui, parce qu'après, ce qui est très important au DSA, c'est qu'en fait, d'année en année, on s'aperçoit que les gens qui s'inscrivent au DSA savent très bien dessiner. Et donc, un des rôles de du but de cette formation est de vous apprendre à écrire et parler aussi bien que vous dessinez, quoi. Ce qui est quand même d'une ambition assez folle, parce que vous dessinez très bien. Voilà. Alors bon, après, bien sûr, vous regarderez il y a par exemple la semaine de Sébastien Marot, il fait intervenir toutes les stars de son carnet d'adresses, etc. Enfin bon, chaque semaine a des colorations particulières. Alors, l'atelier projet urbain territorial, on en a parlé. Voilà. Il est adossé aussi à ce qu'on appelle donc un atelier d'écriture, mais qui porte mal son nom. En fait, c'est un travail d'accompagnement du livrable des études, qui est un cahier, et auquel au DSA, on accorde une importance forte parce que c'est ce qui va rester l'étude. Et puis, l'urbanisme se dessine, et bien l'urbanisme s'écrit et se met en mots. Parce qu'il est de l'ordre du politique aussi. C'est-à-dire qu'après, il y a un élu qui va porter cette chose-là. Et quand l'élu va parler de son projet sur la place du marché aux habitants, il ne va pas leur faire un croquis, il va en parler avec des mots. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a développé, ce qui n'existait pas les premières années de la formation, un vrai enseignement qui s'appelle écrire et argumenter autour du projet urbain. Voilà. Et donc où il y a des enseignants dédiés, la plupart docteurs ou doctorants, et Thomas Béouin, ici présent, a été enseignant, le sera peut-être l'année prochaine sur ces questions. Tu veux dire un mot, Thomas, sur ce travail-là? Ce qui est aussi l'occasion peut-être… Alors, Thomas soutient sa thèse le 7 mai matin et fait partie du parcours de ces étudiants qui ont d'abord fait le DSA, et le DSA qui, a quelque part, leur a mis le pied à l'étrier pour faire une thèse. Et puis là, Thomas va soutenir sa thèse. Et c'est peut-être d'ailleurs le premier étudiant du DSA à soutenir sa thèse dans ce cadre-là. Donc, si tu peux dire deux mots de à la fois l'atelier d'écriture et puis tout ce parcours qui est initié dans le DSA et qui peut après conduire à la recherche.
Oui, alors tout d'abord, pour la question du livrable, effectivement, c'est quelque chose qui est très, très important. Généralement, les commanditaires sont très satisfaits de ce qu'on leur rend et très fiers, en fait, d'avoir cet objet à la fin qui ressemble quasiment à un petit livre, parce que d'année en année, c'est devenu un objet un peu éditorial, assez bien travaillé. Et donc, pour aboutir à ce produit fini, on y va tout doucement, en plusieurs étapes. On a des rendez-vous d'avancement, des points réguliers. On commence par des exercices qui sont un peu standards et parfois qui peuvent même sembler un peu scolaires, de fiches de lecture, etc., mais qui vous permettent petit à petit de rentrer en matière dans votre sujet, de faire des lectures sur des ouvrages de référence ou des ouvrages, des articles qui peuvent être pertinents pour décortiquer votre sujet. Et puis surtout, il y a un travail très important qui est fait au tout début, qui consiste à finalement reproblématiser à partir de la commande initiale qui vous est passée par les commanditaires, reproblématiser le sujet pour vous l'approprier et parfois, en fait, décaler un peu le point de vue que vous allez pouvoir porter sur les problématiques qui sont initialement soulevées. Et petit à petit, l'exercice bascule vers un travail qui est vraiment beaucoup plus de l'ordre de la mise en forme à partir de la matière que vous avez accumulée au cours des semaines de projet et tout un travail en fait de narration, de comment est-ce qu'on raconte, dans quel ordre, avec quel argumentaire pour être le plus convaincant possible et percutant, avec un gros effort qui est mis sur la synthèse, parce qu'on essaye de faire des livrables assez compacts, parce que personne aujourd'hui n'a le temps de lire des trop gros documents dans le cadre d'études urbaines. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. C'est quoi? C'est des rendez-vous, c'est pas forcément très régulier. Les séances sont plus ou moins espacées en fonction des moments où vous avez plus besoin d'avancer dans le dessin, dans le projet, ou des moments où vous avez plus besoin d'écrire. Donc c'est un peu à la demande et en fonction de vos attentes. Voilà en 2 mots. Et pour ce qui est du parcours des liens entre DSA et recherche, nous, on considère au sein de l'équipe enseignante du DSA que finalement le projet, c'est aussi une manière de produire de la connaissance et quelque part d'engager des questions, des réflexions qui peuvent être considérées comme faisant partie de la recherche. Et donc, une des manières de faire, c'est peut-être après la mise en situation professionnelle et après le moment où vous avez validé votre DSA et ou votre HMO, en général, vous êtes confronté aussi à des questions dans le monde professionnel qui vous semblent être un peu des points durs ou des choses qui pourraient être approfondies du point de vue de la recherche. Et il peut y avoir un retour qui s'opère aux études à travers la construction d'un projet de recherche. Dans mon cas, pour en parler assez rapidement, j'ai travaillé sur la question de l'aménagement du littoral. Et il se trouve que c'est un sujet qui a été creusé depuis pas mal d'années au sein du DSA dans les études et les commandes qui nous ont été passées. Et donc, toute une partie de mon travail a été de reconstruire un petit peu a posteriori, à partir des études qui avaient été livrées sur le sujet, en fait, les fondements méthodologiques et théoriques sur lesquels elle s'appuyait pour essayer de théoriser un petit peu à partir de projets qui ont été faits au sein du DSA. Donc ça peut être une manière de faire, mais il y en a beaucoup d'autres. Et en tout cas, effectivement, on est plusieurs maintenant à être sortis du DSA et puis quelques années après à être revenus à l'école finalement à travers un projet de recherche. Donc le lien se fait assez bien, d'autant que vous allez avoir dans l'équipe enseignante des personnes assez exigeantes euh, et qui vous poussent déjà pendant les 2 années du DSA, y compris dans l'exercice du mémoire, à vous positionner de manière claire en termes de méthodologie, de fondements théoriques, etc. Donc, le lien se fait assez bien.
Très bien. Donc d'ailleurs sur la photo, les deux garçons barbus là sont aussi actuellement en thèse. Charles Rive, Charles Rive, qui fait une Federico. thèse CIFRE d'ailleurs chez Atelier Georges. Donc c'est aussi une façon de faire une thèse tout en travaillant et très liée à la pratique. Et puis Federico Diodato. Voilà. Donc là, on a fait un focus sur la question de la thèse, bien entendu, c'est une possibilité, mais qui concerne en gros chaque année, peut-être on a un petit quart d'étudiants qui ont ce profil, hein, et qui vont jusqu'au bout ou pas, mais ensuite, bien entendu, ceux qui imaginent le DSA comme un pur outil professionnalisant, bien entendu, ça marche aussi, mais sachez que savoir écrire est une compétence professionnelle très, très appréciée. Voilà. On dit souvent dans les agences, il y a ceux qui ne savent que gratter, puis il y a ceux qui savent gratter et écrire, et en général, eux, ceux-là, ils sont un petit peu, ils ont des responsabilités accrues. Alors, je continue. Voilà. Alors là, oui, j'ai mis une image un peu plus actuelle avec des masques, hein, pour montrer que quand même on arrive, même en situation, dans la situation actuelle. Donc là, on est à Guingamp, en Bretagne, comme le plan sur la table vous l'indique, si vous connaissez, si vous y a des Bretons parmi vous. Alors, les études, pour vous donner une idée, voilà, on n'est pas remonté très loin, mais voilà un petit peu les sujets en noir et les commanditaires en jaune. Voilà. Donc, je ne les commente pas, mais vous voyez que c'est quand même assez étonnant. Par exemple, vous voyez en bas à gauche, Grimaud, vous voyez ce jalon postmoderne de la cité lacustre de Spohéry, conçue dans les années 60-70, soumise à la montée des eaux. Voilà, c'est un sujet. Voilà. Et puis après, en face, vous voyez un ancien, cette fois-ci, là on est sur des échelles, à l'échelle de l'îlot, comment une friche militaire peut devenir une université, voilà, sur le plateau de Satory. Ensuite, vous voyez des questions très infrastructures comme la RN10 à Coignères dans les Yvelines, des sujets plus patrimoine, ici falaise dans le Calvados, à partir d'un domaine, château, etc. Un sujet assez urbain avec Rouen et la manière de finir la tête du pont. Et un sujet encore là, c'était autour d'une cité romaine enfouie. Alors étrangement, on a comme ça des sujets avec de l'archéologie antique. On en a encore un cette année, comme quoi. Voilà. Et puis les 4 études que vous allez trouver bientôt sur le site et qui n'y sont pas encore, qui sont les études qui ont été menées au premier semestre, avec, vous voyez, notamment en bas à gauche, des études, une étude en Martinique. Et c'est vrai qu'en Outre-mer, on a assez régulièrement des études. Voilà, qui fait qu'il y a un petit côté aussi qui fait qu'on peut être là confronté à des enjeux climatiques, culturels, historiques très différents de ceux de la France métropolitaine. Et voilà les études que nous avons sur la table en ce moment. Voilà, et c'est la ville de Drevant où là le titre, pour le moment, vous voyez, ça c'est les titres de démarrage, mais après on fait des jolis titres à la fin de l'étude. Un des buts d'ailleurs des études, c'est de trouver un beau titre qui dise bien le sujet. Et à Drevant, c'est notamment à partir d'une ville antique, des patrimoines, il y a un amphithéâtre romain à Drevant, qui est dans le Cher. Alors voilà, alors le DSA, c'est des choses qui se passent à l'école d'architecture et puis c'est aussi du terrain. Voilà, et donc là c'était cette année, dans le moment où en Martinique, il n'y avait pas de masque, les restaurants étaient ouverts, il n'y avait pas de couvre-feu, donc les étudiants, c'était en janvier de cette année, les étudiants sont bien tombés et ont pu du coup aller voilà, voir tout ça. Donc c'est pour ça qu'on vous a montré un certain nombre de visions de Martinique. Voilà. Mais il y a aussi à l'autre bout Villeparisis, hein, en Seine-et-Marne. Là, c'est sur le talus du canal de l'Ourcq, je crois bien. Le voyage à Nantes qui débute l'année, hein, pour aller voir les belles réalisations nantaises avec leurs concepteurs. Et puis, il y a un voyage à l'étranger qui est prévu chaque année.
Bon, et j'espère qu'on pourra en faire en mai-juin 2022. Voilà, mais c'est sous réserve des conditions sanitaires. Donc, on a pu comme ça aller à New York, Helsinki et voir Tapiola, le fameux Tapiola, Porto, Copenhague. Voilà. Alors, si on en vient à nos contenus, donc pour un peu essayer de décliner les grands mots d'ordre du DSA, nos marottes et nos grandes entrées, effectivement, on a une attention très forte pour la question de la géographie physique, la géomorphologie, comment dire, on considère souvent qu'au DSA, qu'on accorde le primat au site, quoi, une sorte d'abord d'exégèse du site au niveau relief, hydro, topo, etc. Ce qui fait qu'on fait les étudiants produisent de belles cartes, comme ici au prêcheur, et ce qui est notamment aussi important pour se rendre compte de certains phénomènes qui sont au cœur de l'étude, comme ici les questions de montée de niveau des eaux, de submersion, etc. Donc, ce qui est une attention portée au vivant, au naturel. Là, ici, aussi une approche territoriale avec un accent davantage patrimonial qui était justement autour de la ville romaine de Diodorum, comment développer, comment étendre à une échelle territoriale l'intérêt touristique, comment mettre en réseau les différents sites, puisqu'on avait là donc à la fois une ville romaine, le tracé de Le Nôtre et la maison carrée d'Alvar Aalto dans le même périmètre, quoi, hein. Donc c'était vraiment une étude assez stimulante de ce point de vue. Voilà. Et puis, bon, ça peut aussi prendre des formes beaucoup plus modestes, comme ici, le travail sur un petit village dans l'Hérault, à Névian, dans la banlieue de Montpellier, où, vous voyez, il s'agit quand même de voir un peu la forme urbaine, la topographie, les terres agricoles, etc. Voilà. D'autres images plus approfondies sur la question de la nature, des paysages, des milieux, là ici à Martinique, où l'idée était de montrer que le littoral n'était pas une ligne, mais était bien un milieu avec son épaisseur, qui allait dans l'eau et hors de l'eau. Un travail sur l'île d'Oléron, avec des modélisations de la montée des eaux, hein, voilà. Alors bien sûr, quand on peut, on fait des belles maquettes. Là, c'était pour la Guadeloupe. Et à l'autre bout de la chaîne du grand territoire, on aime bien le grand écart et considérer que les questions sont transcalaires et d'aborder les questions à proprement architecturales, considérant que c'est un lien continu, considérant aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut faire qu'à l'échelle architecturale. Par exemple, revitaliser un centre-bourg, eh ben, très vite, il faut savoir si, je ne sais pas quoi, la nouvelle pharmacie peut rentrer dans le presbytère, par exemple. Vous voyez. Donc, très vite, ça veut dire, on regarde précisément ce que c'est, si ça marche, si on veut transformer les logements, comment on fait précisément, qu'est-ce qu'on bâtit. Donc, c'est pour faire ce type d'exercice qu'il y a ces semaines aussi introductives qui essayent de débloquer là, votre levée de vitesse transcalaire là, pour pouvoir très vite aller du très grand au très petit. C'était aussi une des approches assez clés de l'étude qui a donné lieu à ce livre Stimulation pavillonnaire, qui date maintenant d'un certain temps, qui était après toute la partie BIMBI, stimulation pavillonnaire, il y avait le Grand Paris, qui fait que bon, on savait très vite que la question du pavillonnaire était un sujet. Et là, l'idée était de dire très vite, regardons précisément, parcelle par parcelle, à l'aide de projets faits au 200e, comment on peut densifier, et puis après un travail in fine d'extrapolation à grande échelle, hein, d'où après ces calculs qui montraient les hypothèses de densification à l'échelle d'Île-de-France. Donc ça, c'est un travail qui a effectivement été tellement, qui a une forte réception, à tel point qu'effectivement il y a un livre qui est paru. Ici, un travail sur les grands ensembles, ça fait partie des sujets qu'on a quelquefois et qui nous invite là aussi à aller jusqu'à s'intéresser aux détails de l'isolant et de la menuiserie. Voilà. Et puis, bien sûr, tout ça aussi mis dans d'autres climats
comme ce que nous permet les études qu'on a en Outre-mer. Ici, les études en Guyane menées avec POCA, mais je n'y reviens pas puisque Jean-François Bassel, pour ceux qui ont assisté à la fin de la séance précédente, vous l'a montré. Cette année, voilà, tout neuf, là, une étude tout récente sur une friche industrielle à Voipy, au nord de Metz, qui a donné lieu non seulement à un projet urbain d'espace public, mais aussi qui a permis de s'intéresser à des questions proprement architecturales. Alors, quand on dit architecture, ce n'est pas simplement de l'architecture d'édifice, c'est aussi l'architecture de l'espace public. Qui est souvent très importante dans nos projets, dans les propositions, ce qui fait que beaucoup d'étudiants viennent aussi au DSA pour apprendre à concevoir, dessiner l'espace public, qui est assez peu présent dans les études en architecture, qui est un peu plus dans les études de paysage. Donc là, ici, on travaille sur le canal du Midi à Toulouse. En rouge, c'était les interventions proposées par les étudiants. Et vous voyez là un des modes d'expression fétiche qui est la coupe-perspective. On est des ayatollahs de la coupe-perspective. Voilà. Et puis là, c'est un travail de Thomas Béouin, d'ailleurs, quand il était étudiant, et sur une autoroute à Tours-Saint-Père-des-Corps, et où là, la question de la forme de l'autoroute était si présente qu'elle a nécessité effectivement un travail très, très spécifique en maquette pour représenter sa topographie, son dénivelé, etc. Et d'ailleurs, là, ici, vous avez un travail qui a été mené avec l'ingénieur transport pour pour imaginer un échangeur qui ne soit pas un échangeur avec des tas de ronds-points et des tas de spaghettis, mais un échangeur droit pour pouvoir concilier géométrie urbaine, géométrie routière. Donc là, c'est tamponné par un bureau d'études transport. Le même qui a conçu la place de la République à Paris, le réaménagement. Donc c'est du sérieux. Voilà. Et puis, dernier point sur la question d'espace public, là, c'était un travail sur la petite ceinture à Paris, avec là aussi un travail qui a porté sur l'architecture même de la petite ceinture, avec un aménagement d'espace public qui devait être réversible pour permettre un jour, on ne sait pas, de réutiliser les voies ferrées. Voilà. Et puis, l'espace public, ça peut être aussi des fois soustraire l'espace public. Et là, c'est toute une étude dans l'Hérault sur du retrait, de la déconstruction, qui fait qu'à un moment donné aussi, faire de l'espace public consiste à l'enlever pour laisser la nature. Et là, ici, le système dunaire œuvrer. Voilà. Alors, bien sûr, on en a parlé. Eric, excuse-moi, mais on a dépassé de beaucoup. Alors effectivement, avec le dépassement précédent de POCA, mais là... Bon, alors on accélère. Donc, ouais, vraiment, il faudrait libérer les étudiants là. Ouais. D'accord. Donc, surtout que je voudrais un peu qu'ils s'expriment. Donc ça, on en a déjà parlé. Le propre du DSA, c'est véritablement le réel. Le réel qu'on ne prend pas comme... en tant que tel, mais le réel qu'on étudie d'abord dans ses règles, etc., on n'en fait pas abstraction et en même temps, on développe un point de vue critique. Alors, tout ça, je vous renvoie au cahier du DSA, ceux qui ne les connaissent pas, qui est une véritable bibliothèque de projets urbains, qui commence à être très connue, puisqu'il y a plein d'agences qui me disent, ben, nous, on va voir des agences, pas des étudiants, qui vont voir qui vont voir nos études pour savoir ce qu'on y a mis dessus, comment on a représenté, etc. Donc voilà, vous allez là, vous cliquez sur une étude, vous avez le résumé de l'étude et puis après, vous avez l'intégralité du cahier consultable. Donc ça, vous avez l'adresse qui paraît en bas. Et puis, des prolongements opérationnels. C'est-à-dire qu'on a donc d'abord, une fois que l'étude est terminée, il y a la restitution sur place, toujours avec les habitants, etc. Et quelquefois des suites, comme ici, vous voyez là les 3 étapes. D'abord, la visite en 2016 du site avec 4 étudiants, accompagnés par un de leurs enseignants, l'étude qui a été réalisée, que vous voyez sur la gauche, et puis après, les étudiants qui ont monté une agence qui s'appelle MIT et qui ont participé à un concours qui est issu du travail qu'ils avaient inauguré dans le DSA. Et ça, c'est un plan masse qu'ils ont réalisé dans le cadre de leur agence en tant que professionnels. Et vous avez à droite le projet de bâtiment qu'ils vont réaliser sur place aux prêcheurs. Voilà, ici. Et une perspective qu'ils avaient fait aussi à cette occasion.
Voilà. Et puis là aussi, on est assez souvent sollicité par les services de l'État. Puis là, c'était le ministère du Logement qui nous avait sollicité pour le PLU. Donc là, on avait fait une présentation avec la ministre Sylvia Pinel, que vous voyez au centre d'une image, avec la robe rouge. Voilà. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on va présenter ça au ministre, mais c'est arrivé. Voilà, donc j'ai fini. Est-ce que vous avez, si Claude nous y autorise, des questions? Oui, je l'autorise. Oui. Merci. Patricia m'a dit, on va mettre le DSA à la fin, comme ça, elle m'a dit, vous pourrez déborder, à la différence de Poca. Donc moi, Alors, c'est vrai j'avais... que, en fait, effectivement, Dans les on a un public, questions-réponses, Eric. voilà, on a un Voilà, public divers Dans et les donc les questions-réponses. étudiants doivent retourner en cours, pour certains pour des d'accord. corrections, et ceux, bien évidemment, qui ont du temps, vous pouvez Rester rester. un petit peu plus. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? D'abord, ceux qui doivent partir. Donc alors, tous ceux qui peuvent rester, du coup, allez-y. Alors, peut-être, pour vous lancer, une question. Qui ne souhaite pas s'inscrire au DSA? Levez la main. Ah, ben ça va, c'est bien. Combien de participants? 27. Il n'y aura pas la place pour tout le monde, hein. Alors, il y a un tricheur, il y a Alexandre Bertrand, que je salue ici, qui a aussi fait le DSA il y a quelques années et qui désormais édite des livres d'architecture. Alors, Puis il y a allez-y. Vincent Guinet qui fait déjà le DSA. Et il y a Vincent, voilà, un paysagiste qui est là et qui Qui est passé tout à l'heure. qui pourra confirmer qu'on maltraite les paysagistes. Alors, allez-y, qui veut prendre la parole? C'est le moment ou jamais. Bonjour. Bonjour, Géraldine. Oui, j'ai une question surtout pour les étudiants étrangers. Moi, je suis Ouais, chilienne et ouais. je suis très, très intéressée sur les sujets et je voudrais savoir un petit peu comment ça marche avec les étrangers et comment, si vous le faites à un espèce de niveau, parce que j'imagine que l'urbaniste, il y a certains, comment on dit, et moi, la langue, c'est peut-être différent comme qu'ici. Et comment ça marche avec ça? Oui, c'est vrai que du fait qu'on travaille avec des commandes réelles, un niveau d'expression français minimum est requis. Alors, Patricia, tu peux dire quel est le niveau officiel qui est demandé? Alors là, c'est le truc, je ne sais. En fait, vous passez par Campus France ou pas? Oui. Oui. Alors, c'est le niveau qui est requis sur Campus France, mais alors je vais vous le dire. Je ne l'ai pas du tout en tête. Bon, ça, vous pourrez éventuellement voir. Après, nous, Hein, je effectivement, il faut... vérifierai. Maintenant, c'est vrai que après, quand vous parlez bien le français et tout ça, je veux dire, il y a des petites. C'est vrai qu'il y a des exceptions qui sont faites. Je ne sais pas si vous étudiez. Donc, du coup, si vous passez par Campus France, vous étudiez à l'étranger actuellement? Au Chili, c'est ça? Et oui, maintenant, je fais mes études au Chili, mais Ah aussi oui, je vous êtes fais ici? Non, au Chili. Ah, au au Chili, Chili. pardon, j'entends mal. Ok. Dans quelle Non, non, école non. vous êtes? Et la Université du Chili. D'accord. Oui. Très bien, oui, ben voilà. Donc oui, bien sûr, il faut savoir parler un minimum. Après, voilà. Après, bien sûr, on s'adapte. On est un peu indulgent qui, euh, pour ceux qui n'ont pas le français comme langue natale. On a eu beaucoup d'Italiens, C'est B2, mais je ne suis pas notamment. sûre. Et si on a eu des gens d'Amérique du Sud, des Péruviens notamment, on a eu beaucoup ces dernières années. Deux en tout cas. D'accord. Et des Brésiliens aussi, des Brésiliennes en l'occurrence. Voilà, après, je pense qu'il y aura une petite difficulté cette année, quand même liée au fait de la situation sanitaire à la rentrée dont on ne sait pas trop de quoi elle sera faite. Donc ça risque de compliquer un peu, mais ça, on ne maîtrise pas. C'est pas notre fait. Après, juste pour faire un retour, pour avoir un peu suivi des projets avec des étudiants qui venaient d'ailleurs, bon, en tout cas, il n'y a jamais eu de problème majeur de langue. Et je dirais que souvent, en fait, c'est
moi, je trouve que ça fait partie des qualités de DSA, que les gens viennent d'ailleurs. Ce n'est pas une école déjà qui n'est pas remplie que de Parisiens. Et déjà, ça fait du bien. Et si les gens viennent encore de plus loin, c'est encore mieux parce que ça. En fait, je pense que le regard extérieur, même de vie, dans d'autres villes ou d'autres territoires, il est très intéressant pour tout le monde et aussi pour les gens qui viennent. C'est-à-dire que vous allez travailler sur les territoires français et puis vous venez avec votre culture géographique et de formation d'ailleurs, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt une qualité. De même que moi, j'amène ma culture du Tarn, qui est un apport qui dilue le parisianisme. Julien amène sa culture de Marseille. Et Gonel, toi tu es parisienne, toi ou tu américaine, je ne sais pas bien. Vraiment bretonne, mais il a toujours pas bretonne. Ah, t'es bretonne, d'accord. Oui. Et Thomas, lui, il est angevin. Voilà. Ensuite, alors, qui a d'autres questions? Profitez-en. Alors oui, peut-être un mot. Oui, je vois Lucas Lyotard, Oui. c'est ça? Oui. Alors, dites-moi. Vous êtes d'où, vous? On est de Clermont-Ferrand. Ah oui, d'accord. En master Evan. Très bien. Très bon filon pour le DSA. Et du coup, on se posait la question de l'organisation des semaines, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même plutôt des cours et des choses comme ça. Est-ce que la semaine est majoritairement autour du projet, comme on peut avoir dans un master d'architecture, ou est-ce qu'il y a vraiment une ponctuation chaque semaine avec des cours particuliers ou... Vous parlez alors la semaine type ou la semaine thématique? Vous parlez la semaine type? Alors, non, justement, le propre de ce fonctionnement qu'on a trouvé, c'est justement de concentrer, c'est-à-dire d'essayer de préserver des moments d'approfondissement du projet libérés d'intervention. C'est-à-dire que les semaines hors semaine thématique sont des semaines tout projet, avec en général une correction, une séance hebdomadaire avec la présence des enseignants. Qui se fait, qui peut être doublé vers la fin de la période. Et en principe, il y a le suivi d'un cours à l'école parmi tous les cours qui existent dans la discipline. Voilà. Mais l'idée, c'est de vous libérer pour avoir une sorte de temps dédié au projet qui est plutôt proche de ce qu'on peut avoir en agence ou ce que vous avez dans le PFE ou des choses comme ça, quoi. C'est plutôt ça l'idée. D'accord. Okay. Merci. Et après, oui, donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs candidats de Clermont-Ferrand. C'est vrai qu'on a eu toute une histoire avec Clermont-Ferrand qui s'est un peu juste. Cette année, c'est la première année où on n'a pas d'étudiants de Clermont. Et c'est vrai qu'il y a une forme de grande continuité et de complémentarité avec le domaine Evan de Clermont-Ferrand. Voilà, qui fait que d'ailleurs, là, l'exemple que je montrais là, de la Martinique, c'était avec 4 Clermontoises. Dont certains enseignent à l'école d'ailleurs maintenant aussi, comme Justine. Et Claire Verne d'ailleurs. D'autres questions? Colline, c'est vous qui... Vous venez d'où, Colline, vous? Bonjour, moi je viens de l'ENSA à Marseille. À Marseille, c'est ça. Il y a Laurent Rodbert qui m'a parlé de vous. Voilà, d'accord. C'est mon prof dans le domaine d'études auquel je suis. D'accord. Ben là, pareil, ça fait partie de nos réseaux de nos... Alors, ça ne veut pas dire aux autres que s'ils ne viennent pas d'enseignants qu'on ne connaît pas, ils ne sont pas pris. Hein, mais il y a comme ça on a quelques rabatteurs quand même dans le pays qui nous envoient des étudiants quelquefois. Donc, un mot malgré tout, j'en profitais puisque vous êtes là, de vous donner quelques tuyaux sur les candidatures. On a une première session de candidature qui se clôt le 18 mai. C'est très important pour tous ceux qui sont intéressés de candidater à cette étape-là. Parce qu'il y a un avantage, c'est que les meilleurs dossiers, ceux qu'on est sûr de prendre, on peut les admettre dès ce moment-là. Ce qui fait que pour vous, ceux qui sont dans ce cas-là savent qu'ils sont pris au DSA, ils ne se posent plus de questions, ils peuvent préparer. Voilà, ils peuvent intégrer ça, ils n'ont pas à attendre juin, savoir s'ils sont pris, pas pris, etc. Donc,
Donc, ceux qui se candidatent en mai, il y a 3 possibilités. Soit on vous refuse, soit on vous met admissible. Et donc là, on attend le mois de juin, soit vous êtes pris d'emblée. Pris d'emblée sans entretien, juste sur la base de votre dossier. Ensuite, la plupart du temps, on ouvre une seconde session pour effectivement prendre tout le monde, et souvent ceux qui se réveillent un peu tard, qui découvrent le DSA en cours de route, qui y pensent trop vers la fin. Et donc là, on a déjà attribué un certain nombre de postes, au maximum 10, ça veut dire ouais, une dizaine, au maximum on en prend 16, 17, on essaye de ne pas dépasser 20 au DSA, et donc il reste après 6, 7 postes, 8 postes à attribuer, ça dépend des années. Et puis, après, c'est où vous êtes admissible, où vous êtes refusé. Et tous les admissibles de la première session et de la deuxième session, on fait un oral au début du mois de juillet. Voilà. Donc, tentez votre chance de déposer vos dossiers dès maintenant, parce qu'après, vous allez être, ceux qui sont en 5e année vont être de plus en plus absorbés et charrettes avec votre diplôme. Donc, plus le temps passe, moins vous allez avoir du temps. Si vous voulez absolument, si vous tenez absolument à mettre votre diplôme, c'est pas grave, on n'est pas très formaliste. Si après vous voulez mettre des ajouts de votre dossier, si il peut arriver comme ça quelquefois, les 5e année, on se dit oui, le dossier ok, mais on attend de voir le diplôme. Mais à ce moment-là, c'est jamais trop tôt, quoi. C'est jamais voilà. Vous pouvez le mettre ensuite. Alors sachez une chose aussi, c'est que ce qu'on va regarder beaucoup dans les dossiers, on va regarder beaucoup vos compétences en architecture. En architecture et pour les paysagistes, en conception d'espace public. Donc, ne vous dites pas, on va montrer, disons, le point commun de toutes les candidatures au DSA, c'est s'intéresser à l'urbanisme. Ça, c'est le propre. Donc, ce n'est pas là-dessus que vous vous différencierez entre vous. En revanche, et ça, j'allais dire, c'est presque le fondement de la formation de vous initier là-dessus. En revanche, nous, ce qu'on voudrait tenir pour acquis, c'est vos compétences d'architecte ou de paysagiste. Vous voyez ? Et donc, c'est pour ça que n'hésitez pas à mettre dans vos dossiers des projets à proprement architecturaux et grosso modo ceux dont vous êtes le plus content, quoi, de ce que vous avez fait dans vos cursus, quoi. Voilà. Donc, on aime bien aussi regarder les coupes au 50e. Voilà. Et c'est souvent cette dimension-là qui est discriminante dans la mesure où tout le monde s'intéresse à l'urbanisme, au paysage et à tout ça. Hein, c'est ce qui vous relie, du coup, ce qui différencie, c'est souvent cette compétence à maîtrise d'œuvre pure en conception. Voilà, c'est un petit conseil, je dis ça parce que certains disent ah, mais ça j'aurais pu, mais j'ai pensé que ça vous intéressait davantage que de mettre le reste. Donc bien sûr, vous pouvez mettre le reste, mais n'oubliez pas de mettre aussi ce que vous faites en architecture, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Laura, qui est aussi de Clermont, c'est ça? Donc, oui. Ah, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Vous avez le micro. Ah. Vous m'entendez? Ah là, oui, ça. Oui. Désolée, du coup, je disais que oui, j'étais en effet à Clermont-Ferrand aussi, dans la même formation que Lucas et Camille, que vous voyez. Ah, d'accord. Bon, c'est la même. Donc, bon, très bien. Si j'en crois les écrans allumés, Marie Houssin, vous êtes? Oui, bonjour. Moi, je viens de l'ETSA Normandie. D'accord. J'ai été diplômée en février dernier et du coup, je m'intéresse vraiment au DSA en projet urbain. Et j'avais une petite question. Du coup, est-ce que c'est compatible avec une activité professionnelle, le DSA, dès le début en tout cas? Non, enfin non, non, il faut mettre clair, c'est-à-dire que c'est une formation plutôt à temps plein. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres DSA plus light, hein, mais pour parvenir aux résultats auxquels les étudiants parviennent, que vous pouvez voir dans les cahiers, là, il faut que ce soit une activité temps plein. Alors, ensuite, ça ne veut pas dire qu'aucun étudiant n'ait jamais travaillé un peu en parallèle. Il y en a qui ont pu se trouver un gagne-pain. Ça, j'allais dire, ça ne nous regarde pas. Certains ont pu faire aussi des perces comme ça. Après, il vaut mieux choper du boulot souple, adaptable, hein, qui peut se glisser dans des périodes. Voilà. Donc, c'est pas interdit, on ne vous empêche pas, mais en tout cas, le DSA n'est pas aménagé, comme beaucoup de formations de 3e cycle le sont, pour se faire en 2 jours semaine, 3 jours semaine, quoi. Vous voyez. D'accord. Donc là, c'est le principal sujet, je pense, la principale difficulté, peut-être matérielle pour le DSA,
Ça veut dire qu'il fait que pendant 9-10 mois, il faut que vous soyez un peu en autonomie financière, quoi. Après, c'est plus simple puisqu'après, vous reprenez la situation professionnelle et vous êtes payé, quoi. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Delphine, Claire? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je viens de l'école d'architecture de Montpellier D'accord, et de l'école des mines d'Alès. d'accord. Et moi, ma question, elle serait plutôt tournée vers la recherche et sur l'idée de peut-être commencer à faire une thèse après avoir travaillé un temps en agence ou peut-être faire de la recherche et développement au sein d'une agence. Hmm. Enfin, si vous pouviez un peu peut-être... Oui, mais après, là, ça dépend vraiment de vos aspirations et du parcours. Là, je vous dis, parmi ceux qui ont fait une thèse après avoir fait le DSA, ce qui se passe souvent d'ailleurs, c'est que ça ne s'enchaîne pas forcément, hein. Le DSA est l'occasion d'y penser, de côtoyer des enseignants, chercheurs, etc. Et donc, pouvoir être acculturé dans tout ça. Souvent, après, les gens font une mise en situation professionnelle. Et à partir de là, oui, se peut se poser la question après de pouvoir enchaîner sur un doctorat en chiffres. Si ça vous intéresse, par exemple, vous pouvez contacter Charles Rive, qui est Atelier Georges Nantes, pour vous expliquer comment ça s'est passé pour lui. Après, c'est des parcours après très singuliers où c'est l'étudiant qui lui-même s'organise et organise sa vie pour que ça marche. Il n'y a pas de, c'est pas un cursus balisé très fortement. Mais il est clair que avec le développement du crédit d'impôt recherche pour les entreprises, et des agences d'architecture, il devient très intéressant d'accueillir des doctorants en chiffres, quoi. Avant, on vous disait si vous voulez, faites une thèse pour enseigner, et maintenant, on peut dire qu'une thèse sert aussi pour l'insertion professionnelle, quoi, puisque les agences qui ont bien compris les enjeux et les potentiels ont tout intérêt à avoir un doctorant en son sein. C'est plus facile pour obtenir pour elle le crédit d'impôt recherche. Voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant de ne pas séparer ces deux activités. D'accord, merci. D'ailleurs, du reste, je suis intervenu à l'école de Clermont-Ferrand dans la formation HMO pour parler du crédit d'impôt recherche et d'inciter justement les jeunes agences à embaucher des docteurs ou des doctorants en chiffres. Donc là, je crois que finalement, ne se sont exprimés que des étudiants qui ne viennent pas de notre école d'architecture. C'est ça? Est-ce qu'il y en a qui sont là, qui sont cachés dans les participants, qui se sont réduits un peu à 18? Je vois, Géraldine l'a parlé, Amamouche, Rosalie, Rose, Justine, Gabrielle, Charline, Amandine et Feriel, qui sont restés dans l'ombre. Alors théoriquement, nos étudiants sont plutôt repartis en cours tout à l'heure. C'est eux qui nous libèrent. D'accord. Bon, bah alors eux, on peut espérer qu'ils auront d'autres moyens de poser des questions. Oui. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a un dernier tour de... Donc là, oui, alors peut-être, moi je vais vous en poser. Marie, à Rouen, vous avez eu qui en prof de PFE? Tricia Méhen et Gwenaëlle Ruellan. D'accord. Et à Montpellier, Delphine, vous avez fait? Pardon? Emmanuel Debout. D'accord. C'est des gens que je connais de nom, mais je ne connais pas personnellement. Myriam Richter, si vous connaissez, elle a eu... Ah oui, Myriam, vous connaissez Myriam? Elle enseigne? Elle comment? Elle enseigne? Non. Non. Mais elle est passée par Montpellier aussi. Oui, elle est passée à l'ENSA Montpellier. Voilà. Vous aussi. Mais je sais vous connaissez Myriam, elle a fait le DSA l'année dernière. Oui, elle est retournée sur Montpellier là. D'accord. Très bien. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, donc en tout cas, vous avez, n'hésitez pas. Il y a des mails qui ont circulé. Je pense que nos mails de différents profs sont accessibles. Donc, n'hésitez pas à nous contacter.
si vous avez des questions. Et surtout, et faites passer le message, candidatez avant le 18 mai, même si c'est incomplet, même si mettez le pied dans la porte, parce que tu sais, pour nous, pour vous, c'est un avantage qui fait que vous êtes fixé plus vite. Et pour nous, c'est aussi une façon de pouvoir mesurer un petit peu les étudiants qui feront la formation, parce que nous, en fait, plus tôt on pourra fermer notre liste, mieux ça sera pour nous, c'est plus confortable. Et puis, comme on en recrute très peu, en général, on arrive à connaître assez bien les étudiants par leur dossier, voire par des échanges quand on n'a pas fait d'oral en amont. Et donc, c'est aussi une relation de confiance qui se crée parce qu'on est les formations de troisième cycle sont des formations où enfin, c'est compliqué pour vous. Vous sortez de 5 ans d'études, enfin, sachant qu'il y a au moins un tiers d'étudiants qui sont pas, qui viennent du monde professionnel. Hein. Faire le DSA juste après les études, c'est la voie majoritaire, mais c'est pas la voie exclusive. Donc, il n'y a pas que le cas de je passe mon diplôme, je fais le DSA. Mais dans ce cas-là, ben, je sais souvent que bon, on est pris dans la charrette du diplôme et puis après on sort la tête de l'eau, on ne sait pas trop, on n'est pas toujours très certain et fiable, etc. Donc, c'est aussi pour nous, ces préinscriptions, une façon un peu de fiabiliser de part et d'autre la relation. Et parce qu'après, dès qu'il y a des changements au milieu de l'été, c'est quand même un peu confortable. Après, parce qu'en général, on n'aime pas avoir recours à une liste complémentaire. C'est toujours inconfortable pour ceux qui sont sur la liste complémentaire d'attendre tout l'été. Et puis, enfin bon, ouais. Voilà, donc c'est pour ça que très vite, dès que vous savez que vous voulez le faire, il vaut mieux vous manifester. Et puis nous, en échange de quoi, on vous donne une réponse assez vite. Voilà. Pas d'autres questions? Bon, eh bien, écoutez, bon travail, bon diplôme pour ceux qui ne l'ont pas passé. Et puis, en espérant voir une grande partie d'entre vous à la rentrée prochaine. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.